Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité. Meilleurs vœux pour une année qui va être turbulente, ça c'est clair. Et pour commencer de manière extrêmement, on va dire, proactive, j'allais répéter le mot turbulente, nous avons choisi de faire s'exprimer avant son départ le directeur général de la Sécurité sociale, de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, M. Rigobert, M. Maclou Rigobert. Nous, on tient nos promesses, monsieur Rigobert, et vous nous aviez dit, moi, je vais tenir mes promesses. Alors, pour commencer, un petit rappel de ce qui nous avait fait nous rencontrer. Alors, ça venait d'un rapport de la Cour des comptes. Alors, les petits problèmes, grosso modo, sont traités au plan régional. Puis, dès que ça commence à devenir un peu plus gros, on fait venir l'infanterie, la Cour des comptes. Alors, le rapport de la Cour des comptes, qui, grosso modo, octobre 2024. Hein, absolument. L'entrée en matière est terrible. Alors, il liste des performances qui sont en réalité des faiblesses de la Caisse de Sécu, de la Martinique. Et la conclusion des magistrats, il faut quand même rappeler que ce sont des magistrats, ces faibles performances sont à mettre en relation avec une gestion défaillante de l'organisme qui a connu 6 directeurs en 5 ans et qui peine à mobiliser les ressources humaines dont elle dispose et présente des marges de progrès dans son fonctionnement. On va aller prendre nos mots. Il y avait des marges de progrès. Comment va la Sécu aujourd'hui ? Monsieur Marajo, bonjour et merci pour votre accueil aujourd'hui. Bonjour également à vos téléspectateurs. Permettez-moi de leur souhaiter les vœux les plus chaleureux de ma part, avec avant tout de la réussite, de la santé. On en aura besoin. Oui. Et puis, vous dire évidemment que je suis très content de revenir vous voir pour faire un bilan de ces 3 années passées. On s'était promis ça. On s'était promis et je tiens mes engagements. Et très évidemment, bien. Comme d'habitude, on sera très transparent par rapport évidemment à la situation de la CGSS aujourd'hui. Ouais. Comment va-t-elle aujourd'hui ? Je suis heureux en tout cas de rassurer la population martiniquaise pour tout le travail qui a été fait par les collaborateurs, l'engagement, leur présence à mes côtés, et qui fait qu'aujourd'hui, on peut être fier des résultats que nous avons dans tous les secteurs et dans toutes les directions, que ce soit côté maladie, que ce soit côté retraite, que ce soit côté URSSAF, que ce soit côté des risques professionnels, ou que ce soit du côté, là aussi, de l'action sanitaire et sociale. Les indicateurs, en toute honnêteté, sont au vert. Ouais. Il y a des indicateurs de satisfaction qui sont également tombés et qui prouvent qu'il y a une reconnaissance de la population martiniquaise à hauteur de 80% de façon générale. Les retraités pour lesquels vous connaissiez la situation avant mon arrivée. On va quand même la rappeler, hein, mais je vous laisse terminer ce portrait et on va mesurer les écarts entre ce qu'il y avait, ce qui prévalait pendant des années et la situation actuelle. Vous faites référence évidemment à la Cour des comptes, évidemment que je reviendrai de vous dire exactement où on se situe aujourd'hui, quelles sont les suites qui sont données par rapport à ce rapport. Vous indiquez évidemment que tout ce qui a été préconisé ont été pris en compte, pour la quasi-totalité en tout cas, et je dirais les préconisations pour lesquelles j'ai souhaité évidemment maintenir une position différente, et en assumant pleinement évidemment ce choix-là. Mais voilà, déjà rassurer la population que les concernant, quelles que soient les turbulences qu'a pu connaître récemment là aussi au niveau de la gouvernance, la CGSS a toujours été au rendez-vous de la population et garantit en tout cas que les services de base soient assurés. Alors, je vais vous embêter un peu, mais vous êtes devenu un peu plus martiniquais au cours de ces années et votre credo, c'est il faut que la Sécu soit au service des Martiniquais parce que c'est les Martiniquais qui payent les gens de la Sécu. Absolument. D'abord être fier d'avoir pu être martiniquais dans mon âme avec ma présence aux côtés de la population. Au prime abord, évidemment, étant un service public, je suis au service de nos usagers. Ouais. Et ma préoccupation essentielle durant ces 3 années a été de faire en sorte que toute la politique que nous mettions en place était tournée vers une politique de proximité, vers une politique de conseil, d'accompagnement, de présence, en tout cas aussi aux côtés de la population, et leur garantir qu'on soit au rendez-vous de leurs attentes. Alors, vous connaissez le principe de cette émission. Je ne vais pas vous ménager. Il y a un certain nombre de gens, semble-t-il,
qui ne partagent pas votre avis. Et d'ailleurs, dans un moment peut-être de prise de conscience, vous auriez dit, ça s'y encule beaucoup, mais est-ce que ces gens qui ne partagent pas cette opinion d'une ouverture et d'une mise à disposition de services publics aux Martiniquais, est-ce que ce sont des Martiniquais ? Bien sûr, on peut s'interroger, et je vous dis encore une fois, si vous m'interrogez, me concernant personnellement, je suis très fier d'avoir pu, en tout cas, être aux côtés de la population en me considérant comme étant un des leurs. Je m'étonne effectivement que certains responsables qui disent être martiniquais et qui prennent un discours de chaos pour la CGSS, et ce discours de chaos pour la CGSS sera également un discours de chaos pour la population. Comment vous l'expliquez ? Comment vous expliquez que des gens qui ont des responsabilités, d'ailleurs des responsabilités qui leur ont été confiées, puissent, par exemple, prenons un exemple, parce que bon, moi j'ai passé quelques coups de fil, comment on peut être contre l'ouverture des accueils à la sécurité sociale ? Alors rappelons que historiquement, il y a eu le Covid. Évidemment, comme toutes les administrations, la Sécu s'est protégée, a protégé son personnel on va dire, en bloquant les accueils provisoirement, mais le provisoire a duré. Et vous avez dû batailler pour que les agents, en tout cas certains agents, puissent accepter l'idée que la population a le droit de revenir. Vous savez, il suffit simplement d'expliquer d'abord à nos collaborateurs les missions pour lesquelles nous sommes aujourd'hui, en tout cas, présents sur ce territoire. Et vous l'avez dit, finalement, notre employeur, c'est nos usagers. Ouais. Et la confiance avait été perdue au niveau des collaborateurs sur la fierté d'appartenance à notre institution. Aujourd'hui, je peux vous garantir que la population que je croise permet en tout cas à nos collaborateurs d'avoir cette fierté d'appartenir à une institution comme la CGSS, sur un territoire comme le nôtre. On connaît évidemment la situation de précarité et de pauvreté. Nous devons être au contact de la population. Nous devons tout faire pour faire en sorte évidemment que nous soyons à proximité, même si ce n'est pas dans la politique générale de cette ouverture-là. On verra dans les actions futures à mettre en place. On va aller plus loin, puisque au-delà du fait qu'on a ouvert nos accueils, on va réouvrir d'autres sites d'accueil. Ouais. On va mettre en place une politique, là aussi, d'accueil multirégime, interbranche, qui permettra à tout usager, quelle que soit son origine, de venir nous voir et qu'on soit en capacité, là aussi, formation à l'appui, de pouvoir répondre à un premier niveau. Parce que, en fait, vous nagez à contre-courant, parce que ce n'est pas la tendance nationale, ça. Hein. La tendance nationale, c'est... On va numériser tout ça, on va digitaliser tout ça. Les exclus numériques, il y en a de plus en plus. Et à la limite, comme on dit chez nous, alors excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais ça fait tuyau. Bon, vous dites non. Mais pourquoi vous vous opposez à ce qui semble être accepté de manière globale ? Est-ce que c'est lié aux spécificités locales ? Est-ce que vous avez touché du doigt cette précarité qui est quand même fondamentale ? Et structurel, pourquoi vous vous opposez ? Simplement, c'est pas être en opposition par rapport à une politique générale qui a été décidée au niveau national, c'est simplement de mettre en place une politique qui soit adaptée à notre territoire. Au regard de ce que j'ai pu constater, on a très vite, évidemment, on s'est rendu compte que si on ne mettait pas en place un programme d'accompagnement avec ces nouveaux programmes qu'on appelle Aller vers, chez nous, en tout cas, on serait de plus en plus éloigné de la population. Ça ne veut pas dire que pour autant mener une politique contre la numérisation. Et je vous l'ai dit la dernière fois qu'on s'est vu, au contraire, on a aussi une fierté à avoir sur notre territoire, parce qu'il y a une grosse partie de la population qui est très autonome, qui utilise nos outils qu'on met en place et qu'on met à leur disposition en ligne. Je vous l'ai dit, les dossiers retraite qui sont déposés majoritairement à travers les services en ligne. Donc on n'est pas en opposition entre la numérisation et l'accueil physique. Mais il reste une bonne partie de la population qui est coupée par ces technologies, de ses droits. Parce que, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que les gens ont des droits. Absolument. Et que souvent, alors nous, on avait fait une étude à l'époque, ça ne concerne pas que la Sécu, ça concerne la CAF, ça concerne la CTM, ça concerne l'État.
les Martiniquais renoncent à 150 millions d'euros par an de droits. C'est vrai. Tout simplement parce que ça ne fonctionne pas. Le système ne fonctionne pas. Alors au niveau national, j'ai revu un peu mes chiffres, c'est 12 milliards d'euros de renoncement aux droits. Alors. Vous l'avez dit, c'est là où on doit adapter évidemment là aussi la stratégie par rapport à un constat qu'on fait sur un territoire. Ici, sur notre territoire, la volonté, en tout cas avec l'ensemble des collaborateurs, c'est de dire qu'aujourd'hui, on n'est pas simplement dans l'information. Au-delà de l'information qu'on est censé donner évidemment à la population, on va aller plus loin que ça, en étant présent aux côtés de la population, en examinant leur situation et en les aidant à bénéficier du droit auquel elles ont droit. Ça, c'est carrément de l'accompagnement, c'est du suivi. Absolument. Est-ce que vous êtes favorable à ce que les hommes politiques martiniquais oublient de demander au gouvernement de manière systématique, sauf quelques exceptions, l'automatisation du versement des aides sans qu'il y ait toute cette espèce de chemin du combattant, parcours du combattant pour obtenir des droits? Alors, ça concerne une vingtaine de départements en France. La Martinique n'en fait pas partie. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Je pense qu'à partir du moment où nos usagers sont en capacité de bénéficier des aides de façon automatique à travers des services en ligne que nous mettons, je pense qu'on peut favoriser cette démarche-là, sans oublier, de façon systématique, dans ce programme-là, de dire qu'il y a aussi un programme d'accompagnement pour ceux qui sont les plus éloignés par rapport à ça. On prend la population des exploitants agricoles, dont vous savez évidemment tout l'attachement que j'ai par rapport à cette population. Alors, quand je disais que vous vous opposiez, là, vous n'avez pas choisi le chemin de la recommandation du rapport de la Cour des comptes. Hein. Ils vous ont dit, bon, écoutez, comme la façon dont les agriculteurs ont été gérés n'a pas été optimale, on donne ça à quelqu'un d'autre et on enlève ça du giron de la Sécu. Et vous avez dit non. Je dis simplement que cette préconisation-là, elle n'est pas adaptée à notre territoire, compte tenu de cette particularité de nos exploitants agricoles. Nos exploitants agricoles sont la mère nourricière sur ce territoire-là. D'ailleurs, ils vous adorent. Hein. Moi, j'ai passé des coups de fil. Ceux que j'ai eu au téléphone m'ont dit « Moi, pas qu'à comprendre pour qui Rigobert a parti. Je ne comprends pas pourquoi Rigobert part. C'est lui qui nous a sauvés. » D'ailleurs, il n'y a pas que eux, parce que je me suis laissé dire que vous vous faites attraper sur les marchés par des dames qui vous tiennent en vous disant « Mon petit, il ne faut pas partir. » Vous n'allez pas faire que des heureux en partant. Hein. Alors, revenons aux agriculteurs. Sur cette population, sur la population agricole, je voulais rajouter, malgré tous les efforts qu'on fait d'information, on se rend compte qu'ils sont encore loin de ce qu'ils peuvent bénéficier. Dans les nouvelles actions que je mets en place à mon départ, on va ouvrir un nouveau poste d'un conseiller mutualité sociale agricole. Ça, c'est une innovation totale, voilà. Ça. C'est une première. Ouais. Et ce conseiller-là, il est là au service de nos exploitants agricoles. On connaît, on va dire, le mode de fonctionnement dans une journée. Lever tôt, termine tard, pas le temps de s'occuper des procédures administratives, etc. On peut faire de la communication, on peut envoyer des documents. Ça ne sert à rien, ils seront toujours éloignés des aides auxquelles ils ont droit. Donc on va aller plus loin dans la démarche. Il y a un délégué qu'on a nommé récemment, dans sa mission essentielle, avec un objectif de résultat, de faire en sorte que nous avons un budget dédié à cette population-là, veillant à ce que ce budget-là soit exécuté. Alors, on avait prévu de le faire, on va le faire, on va parler vrai. Très clairement, les magistrats de la Cour des comptes vous disaient et ont probablement pris l'initiative de dire tout ça, tout ce qu'on découvre dans votre entité n'est pas légal. Et des suites judiciaires, il y en aura probablement. C'est très clairement indiqué. Bon, question, est-ce qu'il y a eu des suites judiciaires liées aux découvertes absolument scandaleuses qui ont été faites par les magistrats? Alors, M. Marajo, si vous me demandez si, suite à ce rapport à la Cour des comptes, il y a des suites judiciaires qui sont engagées, je vais vous répondre en toute franchise. Il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Je suis également concerné, étant le directeur en fonction. On va laisser la justice, là aussi, faire son travail. Mais vous confirmez?
je confirme qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours par rapport au directeur qui est en fonction sur les faits qui ont été identifiés par la Cour des comptes. Je n'irai pas plus loin si vous me le permettez. Il y a une enquête en cours. Personnellement, j'ai été entendu par le magistrat instructeur. Je souhaite évidemment là aussi, en toute transparence, vous indiquer que ma démarche à moi, encore une fois, par rapport à ce qui a été identifié avant mon arrivée, je suis en capacité, au regard de la Chambre, d'apporter la preuve de ce que j'ai pu mettre en place pour que les situations qui ont été identifiées avant mon arrivée ne peuvent plus se produire. Très clairement, bon, pour les gens qui prennent les choses en route, il y a toujours, au moment du zapping, des gens qui débarquent. Les faits incriminés concernent une période qui précède votre arrivée. Ça, c'est clair. Par contre, allons quand même les rappeler, parce que ce sont les Martiniquais qui ont été victimes de ça. Alors, très rapidement, il y a eu des problèmes liés au marché, on va dire ça comme ça. En clair, ce qu'on a identifié, ce que les magistrats ont identifié, c'est qu'il y a toute une série de prestations qu'il est normal qu'un organisme comme la Sécurité sociale puisse acheter, mais théoriquement, compte tenu des montants, il fallait passer des marchés, en fait, faire une mise en concurrence. Et on s'est aperçu que pour des centaines de milliers d'euros sur les marchés concernés, il n'y avait pas de mise en concurrence, ou alors il y avait des renouvellements, etc. Ça pose un problème majeur d'organisation. Est-ce que vous avez mis fin à ce système qui était pour le moins frauduleux? Totalement, et ça a été le premier dossier, le premier sujet que j'ai traité. Aujourd'hui, aucun achat, je dis bien aucun achat au sein de cette institution ne peut se faire sans mise en concurrence. Et au-delà de 40 000 euros, vous le savez, c'est l'ouverture d'un marché public, avec là aussi une information générale à tous les publics qui peuvent s'inscrire. Alors, il y avait une deuxième partie qui était un peu bizarre, on va dire ça comme ça. C'est tout ce qui touchait à la mise en place de délais de paiement concernant les parties salariales des cotisations. Alors là aussi, c'est du pénal. Alors, vous, j'ai bien compris que vous n'aviez pas envie d'exploser le système économique martiniquais, parce que ça concernait des milliers d'entreprises. Si on appliquait de manière radicale ce système, qui avait été autorisé d'ailleurs pendant la période Covid, mais il semblerait que la période Covid ait été prorogée. Est-ce que là aussi, vous avez mis fin à ça? Mis fin dès mon arrivée, en rencontrant là aussi, excusez-moi, le monde économique, en échangeant avec eux, en partageant sur le fait qu'il y avait des obligations réglementaires qu'il fallait absolument respecter. Et on a supprimé là aussi la possibilité d'avoir pu donner à nos entreprises sur notre territoire la possibilité de différer le paiement des cotisations salariales. Donc je peux vous dire que ce dossier-là, il est totalement clôturé. Aujourd'hui, en tout cas, notre porte est grande ouverte à toutes les entreprises qui souhaitent me rencontrer personnellement et traiter et apporter une solution adaptée pour chacune d'entre elles. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'intransigeance Toutes les entreprises que j'ai pu rencontrer, tous les groupes que j'ai pu rencontrer, toutes les PME que j'ai pu rencontrer, on a toujours trouvé des solutions. Voilà. Alors, allons quand même rappeler, parce que les entreprises se font taper sur la tête de manière un peu systématique, une bonne partie des entreprises qui ne payent pas leurs cotisations, en réalité, sont en difficulté économique liée au fait qu'elles-mêmes ne soient pas payées, on est bien d'accord. Alors, j'ai fait un petit bilan. La dette publique vis-à-vis des entreprises et des associations martiniques, c'est 3 milliards d'euros. C'est-à-dire que les collectivités, une partie des entreprises et publiques, on va dire ça comme ça, des organismes publics, doivent aux entreprises et aux associations 3 milliards d'euros. Si elles étaient payées, elles pourraient vous payer tout de suite, parce que votre dette vis-à-vis des entreprises n'est pas de 3 milliards d'euros, on est bien d'accord. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait pour ces entreprises qui ne sont pas payées et que vous poursuivez, forcément? Vous devez faire votre devoir. Qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce que vous allez accepter la compensation en disant « Bon, la commune de tel me doit de l'argent à cette entreprise me donne de l'argent, donc je pique dans les caisses de la commune ». C'est vrai que je n'aurais pas réussi sur le dossier de la compensation, M. Marajo. Mais j'espère qu'un jour, on va le faire. Voilà, moi je vous ai expliqué la dernière fois les raisons pour lesquelles il y avait une difficulté, mais pour autant, évidemment, le sujet peut être abordé et qu'une solution puisse être trouvée au niveau national. Chaque fois que je rencontre en tout cas des élus, c'est un sujet que j'aborde avec eux de façon systématique,
de veiller en tout cas que les efforts soient consentis pour qu'à leur niveau, qu'elles puissent être au rendez-vous en tout cas des paiements des factures de nos prestataires. La solution finale, vous le savez, monsieur le préfet a la possibilité de réquisitionner. Il était à votre place il y a quelques semaines. J'ai entendu. Il l'a réquisitionné. J'ai entendu. Déjà ce qu'on appelle, alors pour les gens qui nous écoutent, ça s'appelle des mandats d'office. C'est ça. Et il va chercher l'argent et il paye les entreprises. C'est ça. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. J'ai pas ce pouvoir-là et je trouve que c'est dommage. Il vaut mieux, je dirais là aussi, globalement, que nos politiques sur notre territoire prennent conscience qu'ils ont un rôle à jouer dans l'économie de ce territoire, que leur participation et leur contribution est importante. Et qu'on est dans un engrenage où, à un moment donné, je dirais, la chaîne, elle est bloquée parce qu'à un moment donné, il y a un acteur qui ne joue pas le jeu. Et ça va exploser. Alors, bien évidemment, vous êtes en train de nous dire, bon, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai nettoyé, ça c'est mon terme, j'ai remis les choses en place, mais vous avez été victime de pression extraordinaire. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un mot que vous détestez, c'est le mot corruption. Est-ce que vous avez été face à des corrupteurs potentiels? Monsieur Marajo, quand vous occupez un poste à responsabilité et que vous êtes un dirigeant important, en tout cas sur un territoire comme le nôtre, vous êtes parfois évidemment là aussi menacé ou victime de quelques propositions auxquelles je peux vous dire, vous indiquer évidemment que ce soit des menaces. Je dirais que j'assume pleinement, je dirais, le poste que j'occupe, sinon je ne viens pas pour occuper ce poste-là. Et quand on demande, je dirais, qui ne serait pas tout en conformité par rapport à la réglementation, je me suis toujours opposé, ne serait-ce que de recevoir un présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne parle même pas Mais ça va beaucoup plus loin. Pour vous dire, voilà, je situe ma façon, en tout cas, de diriger une caisse. Je n'accepte pas de présent de qui que ce soit, mais c'est quand même quelle que soit la période de l'année. C'est quand même terrible d'imaginer qu'il y ait des gens qui profitent de leur situation au sein de la caisse pour pouvoir vous demander, alors évidemment, je ne vais pas vous demander de nom ni de détails, mais l'information, elle peut être vérifiée, vous demander de placer leurs proches à des postes importants, de les embaucher, d'être plus cool pour telle ou telle entreprise qui fait partie de leur sérail. Ce sont des pratiques qui sont terminées ou ça continue? En tout cas, depuis 3 ans que je suis là, quelles que soient les demandes qui ont été formulées, j'ai fait traiter les dossiers en toute conformité et je ne suis jamais intervenu à titre personnel sur toute demande particulière émanant de qui que ce soit sur ce territoire-là. Ça, je peux vous le garantir. Très bien. Est-ce que aujourd'hui, l'une de vos missions, c'était de rétablir le dialogue social. Oui. Et vous y êtes attelé. Est-ce qu'il y a des gens qui ne jouent pas le jeu parmi les syndicats? Ou alors, est-ce que vous avez face à vous une unanimité sociale qui permet d'avancer? Globalement, la majorité des organisations syndicales ont bien voulu travailler avec moi, ont confiance, dans une démarche de co-construction de notre organisme, avec une seule volonté partagée, c'est de dire que tout doit être fait en veillant là aussi que les conditions de travail à nos collaborateurs soient respectées, en veillant quelque part que les relations sociales soient consultées régulièrement et soient prévues en tout cas, et que les choses puissent être décidées d'un commun accord avec l'objectif d'être au service de la population. Alors ça, est-ce que tous les syndicats... On est proche de la langue de bois là. Non, je vais y aller. Allez-y. Je vais y aller. Est-ce que j'ai réussi à convaincre tous les collaborateurs? Est-ce que j'ai réussi à convaincre l'ensemble des organisations syndicales? Je pense que je ne peux pas faire l'unanimité. Est-ce qu'avec la majorité des syndicats, j'ai pu travailler? Je vous réponds oui. Est-ce que c'est grâce à la majorité des syndicats que j'ai pu mettre en œuvre cette politique-là, ces résultats-là et la satisfaction de la population? Je vous réponds oui. Quant aux autres, je regrette. Encore une fois, je n'ai pas réussi à les convaincre pour des raisons souvent de posture, souvent quelque part liées à ma personne, souvent par rapport à un choix que j'ai pu faire par rapport à eux. J'espère en tout cas que mon départ favorisera le fait qu'en tout cas, cette organisation syndicale qui est restée en dehors
de cette majorité rejoignent en tout cas demain, avec mon départ, je dirais, et l'arrivée du nouveau directeur, la majorité des organisations syndicales. Est-ce qu'on peut dire que ce dialogue social dont vous aviez pour objectif de le renouer, on va dire ça, est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? C'est plus que ça, je dirais que on a pu réussir, on a pu mobiliser. Vous savez d'où on sortait, je dirais, quand je suis arrivé, d'une crise sociale importante, une grève générale qui a duré 3 ans, avec là aussi un protocole d'accord demandant le départ. Quand je dis ça, les gens ne me croient pas. Oui, c'était ça la situation. Aujourd'hui, je peux vous garantir que des mouvements sociaux, et tant mieux, il ne me reste plus qu'un jour, puisque je quitte mes fonctions de vendredi prochain. Je n'ai pas connu de mouvement de grève. Je n'ai pas été attaqué personnellement avec un tract identifié, des mots anonymes, évidemment qu'il y en a eu, mais bon, c'est la vie, on va dire. Mais voilà, aujourd'hui, les relations sociales sont totalement apaisées. On arrive en tout cas à travailler, on arrive en tout cas à négocier et on arrive à décider ensemble et à conclure des protocoles d'accord. Très bien. Alors, on va aborder la seconde partie de l'émission dans quelques minutes. On les laisse souffler et on revient. Surtout, ne zappez pas. Alors, bien évidemment, il n'a pas la langue de bois. Il est redoutable pour tous ceux qui espéraient une passation calme. Ce n'est pas le cas. Monsieur Maclou Rigobert, le directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, est notre invité. Et la première partie de cette émission vaut son pesant d'or. Mais ça va être pire sur la deuxième. Alors, vous étiez tranquille, vous étiez en train de faire le grand ménage. Alors, je rappelle qu'il y avait 25 000 feuilles de soins qui s'étaient perdues dans un endroit, dans un bureau à Trinité, et que certains agents avaient dit que de toute façon, ce n'était pas la peine. Il y en avait quand même pour des centaines de milliers d'euros non remboursés. Alors, dites-nous, parce qu'il y a des gens qui attendent cette histoire de feuilles de soins, c'est fini, tout le monde a été remboursé, tout ça a été traité. Monsieur Marajo, c'est derrière nous, ces situations qu'on a pu connaître. Oui, mais il faut le dire. Mais à la fois dire que les 25 000 feuilles, les cartons ont été ouverts et vérifiés et liquidés, à la fois dans ce lot-là, il y avait des factures qui avaient des dates de prescription et qu'on ne pouvait pas les honorer. J'ai fait en sorte de déroger par rapport à la réglementation et de garantir que le paiement soit effectué. Parce qu'on ne savait pas de quand dataient ces factures. Absolument. Bon, donc vous étiez là en train de faire le ménage et il y avait du boulot. Et puis, boum, le national décide de mettre votre conseil d'administration sous tutelle. Alors, votre conseil d'administration, dans les années, quand je dis votre, celui de la sécurité sociale, bien évidemment, il ne vous appartient pas, mais il avait déjà fait parler de lui de manière pas très positive dans les années précédentes. Alors, évidemment, la Cour des comptes avait relevé toutes sortes de choses complètement folles. Et là, il est mis sous tutelle. C'est quand même une sanction extrêmement grave. Alors, rappelons que ce n'était pas la Sécu qui était sous tutelle, parce qu'il y a eu des dérives journalistiques et médiatiques. C'était le conseil d'administration. Mais je me suis laissé dire que ça n'a pas été facile avec la personne qui a été nommée pour gérer, entre guillemets, ce conseil d'administration. Alors, la décision, d'abord, elle est politique. Elle a été faite par le ministre de la Santé. C'est une décision qui est importante et qui est grave, évidemment. Elle est grave. Nous avions une situation qui était tendue au niveau du conseil d'administration, avec un fonctionnement où il n'y avait plus en tout cas de sérénité. On avait un bureau et la quasi-totalité du conseil qui avait perdu en tout cas confiance au niveau de la présidence. Plusieurs événements ont fait que finalement le gouvernement a pris le parti de suspendre le conseil. L'incidence en tout cas pour la CGSS, vous l'avez rappelé évidemment, je ne suis pas concerné, je reste le directeur général de la CGSS et j'ai pu évidemment la travailler. Un administrateur provisoire a été nommé, Jean-Luc Izard, où on s'est rencontrés à plusieurs reprises. On a pu travailler là aussi en toute sérénité. Sa mission principale, c'est de ramener évidemment là aussi
à un fonctionnement et de préparer la nomination du prochain conseil d'administration. Dans l'intervalle, il a fait plusieurs actes qui sont importants, participer déjà en tant que conseil d'administration à plusieurs commissions, action sanitaire et sociale, marché, commission de recours amiable. Il a acté et validé en tout cas mon rapport d'activité ainsi que le rapport financier. Il a établi une note concernant la relation client que le prochain directeur pourra là aussi valider avec son comité de direction. Et surtout aujourd'hui, on est en phase là d'un moment à l'autre qui me valide le budget 2026. D'accord. Donc, relation sereine entre l'administrateur provisoire et moi-même. Pas de soucis particuliers. Et puis, l'activité, en tout cas, de la CGSS, a pu être maintenue grâce à sa présence sur le territoire et aujourd'hui à distance, en animant évidemment les différentes commissions. Est-ce que la mise sous tutelle d'un conseil d'administration est, je dirais, le témoignage direct de dysfonctionnements multiples et divers du passé? Est-ce que c'est l'aboutissement de ces dysfonctionnements? On a un président de conseil d'administration à l'époque qui se fait rembourser des montres. On a un conseil d'administration qui se fait acheter des toilettes, enfin des serviettes de toilette, enfin des choses bizarres, on va dire ça comme ça. Et puis on aboutit à une mise sous tutelle. Ça vous a surpris? C'est une décision qui est assez grave. Bien sûr que c'est important, quelque part, de veiller que cette situation ne se reproduise pas. En termes d'image, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et la seule chose que moi je demande par rapport, je dirais, au prochain conseil qui va se mettre en place, comme on l'a fait pour la CGSS, veillons quelque part que le fonctionnement, au-delà des postures, des rapports de force, que la majorité qui sera issue des prochaines élections puisse trouver, je dirais là aussi, une situation stable qui permette de garantir à la population que et la gouvernance, et les représentants syndicaux, et l'ensemble des collaborateurs œuvrent avec un seul objectif, d'avoir le souci de répondre aux attentes de la population. Vous l'avez dit, moi, les témoignages que je rencontre aujourd'hui, et quand on s'est vu, c'était plus délicat pour moi de défendre la situation de la CGSS. Aujourd'hui, je repars évidemment très satisfait de la mission qui est accomplie. Pour moi, c'est ça la satisfaction, c'est est-ce que j'ai été au rendez-vous de la population? Je peux le faire, et aujourd'hui, je remercie à nouveau évidemment l'ensemble des collaborateurs, je remercie évidemment les représentants syndicaux, et je remercie aussi la gouvernance. Parce que moi, j'ai pu travailler de façon jusqu'à un moment donné où on a été évidemment là aussi bloqué. Mais voilà. Ce que vous appelez la gouvernance, c'est le conseil d'administration qui est là pour garantir que le fonctionnement se déroule normalement. Et tout ce que vous avez cité comme ayant eu des dérives, tout ça, je dirais, c'est rentré dans l'ordre. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Chacun est à sa place. Chacun doit rester à sa place. Et puis voilà. Et œuvrons ensemble avec un seul objectif, que nous répondions aux attentes de la population. Qu'il n'y ait pas de mélange des gens. Un conseil d'administration, ça administre, on va dire ça comme ça. Un directeur, ça dirige. Par exemple. Bon, vous nous rassurez sur le fait que tous les petits nouveaux qui vont arriver ont bien compris qu'il n'y aura pas de véhicule de fonction, qu'il n'y aura pas de prise en charge de voyages dans tous les sens, et que ça va rentrer dans l'ordre. Rappelons l'objectif. Et grâce à ça, il y a aujourd'hui un fonctionnement qui est mis en place, avec une rigueur qui a été établie dans la gestion, en tout cas, des comptes de la CGSS, restant dans cette dynamique-là. Très bien. Alors, un conseil d'administration qui va être, on va dire, réorganisé, remis sur les bons rails. C'est ça. Est-ce que la remise au travail des agents faisait également partie... Alors, c'est un peu brutal, mais dans le rapport de la Cour des comptes, le travail... l'absentéisme, les heures comptées, pas comptées, ils avaient chiffré ça à 70 millions d'euros. C'est extraordinaire. Est-ce que là aussi, il y a eu des corrections ou des explications? Alors, d'abord, par rapport à nos collaborateurs, ils avaient perdu confiance en eux. Confiance à la CGSS, confiance à la direction. Personne ne s'affichait, je dirais, en dehors de la CGSS comme travaillant à la CGSS. Il a fallu... Ça a été jusque-là. Oui, il a fallu redonner confiance,
les entendre, garantir qu'ils seront écoutés. Et ma force a été de dire faites confiance et je vous garantis que ensemble on va y arriver. Parce que on peut être fier quand on est un agent de la sécurité bien sociale, sûr. on peut être bien fier sûr. de travailler à la Sécu parce que allons rappeler les chiffres. S'il n'y a pas de Sécu, le pays fout le camp. Hein, parce que vous distribuez 3 milliards. 3 milliards d'euros de prestations. Ouais. C'est considérable. Ouais. C'est le plus gros budget de la Martinique. Et si on vous rajoute vos amis de la CAF, qui eux sont à plus d'1 milliard, je crois, s'il n'y a pas ces deux organismes-là, le pays bascule. Donc on devrait pouvoir être fier de servir cette population. Être fier et surtout la protéger. Et vous parliez à un moment donné dans votre émission des gens qui à un moment donné ne partagent pas, je dirais, ce sentiment de l'importance qu'occupe la CGSS sur ce territoire-là. Je ne peux que m'étonner, et j'espère en tout cas que c'est lié à ma personne et que demain, évidemment, ces gens-là adhérents... C'est peut-être de l'ignorance, peut-être qu'ils ne savaient pas qu'il y avait autant d'argent qui était distribué aux gens. Bon, donc ça, c'est en passe d'être réglé. Oui. Alors, dernier chantier de nettoyage. On n'a pas parlé de la réorganisation très précise que vous avez mise en place sur ces histoires de, on va dire, de passation de marché. On aimerait rentrer dans le détail parce que là, mes informations m'indiquent, et vous avez confirmé, qu'il y a on va dire une enquête, appelons ça comme ça pour que les gens comprennent, une enquête policière et judiciaire. Mais comment on fait aujourd'hui pour être certain que ça ne va pas se reproduire? Parce que c'était subtil, en fait, ce système. Oui. D'abord, la volonté de la direction, auquel vous associez là aussi des personnes de confiance. Vous avez aussi une directrice comptable et financière qui est à vos côtés et qui garantit là aussi cette veille. Et vous mettez en place une organisation en regroupant déjà tous les services. Vous savez, quand les services se multiplient, il y a possibilité là aussi d'avoir un flou au niveau de l'organisation. Donc on regroupe tout ça, on nomme des responsables de confiance, on explique quelque part l'importance de ce secteur d'activité, de me mettre à l'abri en tout cas de toute difficulté que je pourrais avoir sur ce secteur-là, et ensuite derrière évidemment une surveillance permanente que rien ne se fait sans qu'il y ait un appel d'offres. Très bien. Alors, allons parler de l'avenir. Parce que la Sécu, il n'y a pas que eu des problèmes, il y a eu des succès. Et selon vous, les grands chantiers du futur, ce serait quoi? Alors, allons faire une petite annonce quand même, parce qu'on est dans l'actualité. Et ce soir, il y a des gens qui sont encore dans un combat contre leur situation face aux sargasses. Et vous avez une petite nouvelle à nous annoncer. Alors, sur le chantier des sargasses, voilà, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est d'abord 9 communes qui sont concernées. C'est plus de 10 000 personnes de la population qui est concernée par rapport à cette difficulté de sargasses. On a tout essayé et on n'a pas réussi en tout cas à éradiquer totalement la situation, malgré évidemment toute la politique qui a été menée. Et c'est déjà bien géré sur la politique qui a été menée. Aujourd'hui, on a trouvé une autre solution pour laquelle la CGSS va cofinancer. Monsieur le préfet est au courant là aussi de ce dossier-là, puisqu'on travaille d'un commun accord, en étroite collaboration avec ses services sur ce projet-là. On va financer une barge. Pour le ramassage. Pour le collectage, on va dire, des sargasses. On va le mettre à distance, cette barge-là, des côtes. Ensuite, derrière, on va piler un petit peu tout ça et on va réinjecter ça dans la mer. D'accord, donc c'est une de la collecte. C'est une première mondiale, hein, et c'est une première évidemment sur notre territoire et sur l'arc anti-Guyane. Je viens juste d'apprendre là, il y a 48 heures, que le projet, il sera financé par la CGSS. Notamment par la Sécurité sociale. Parce que de toute façon, cette histoire de sargasses, on n'en parle pas parce que c'est peut-être pas encore le moment, mais ça va mal se terminer sur un plan sanitaire. Oui, c'est un problème de santé publique, c'est un problème aussi de santé au travail. Donc le DE étant liant, en tout cas j'ai porté le dossier au niveau national et Dieu merci évidemment on a été entendu et on se réjouit évidemment avec monsieur le préfet de pouvoir là aussi concrétiser, j'espère très rapidement, l'achat de cette barge-là. Parce que personne n'ose en parler,
mais l'inhalation permanente, quotidienne de gaz mortels, alors s'ils ne tuent pas tout de suite, à terme, ils ont peut-être des conséquences, ne serait-ce que sur les poumons, sur d'éventuelles tumeurs des poumons. Et ça, vous, un jour ou l'autre, quand je dis vous, c'est la Sécu, vous allez devoir payer. Bien sûr. Donc il vaut mieux faire un peu de prévention. Il faut tout le temps faire de la prévention. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu obtenir ce financement. C'est quand même 300 000 € qu'on met sur la table. Et je vous dis, encore une fois, j'espère qu'on va arriver à prouver qu'avec cette barge-là, une partie des solutions complémentaires sera trouvée. Et que si demain, évidemment, c'est la solution à retenir, évidemment qu'on sera au rendez-vous. Alors, en dehors de ça, c'est quoi la Sécu de demain ? La Sécu de demain, c'est maîtriser la production. Alors c'est quoi ? Pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire quoi ? Maîtriser la production, c'est les services de base, les indemnités journalières, la C2S, l'AME, les retraites, les cotisations, le prélèvement des cotisations. Tous ces services-là sont totalement maîtrisés. D'accord. Ça, c'est le travail au quotidien du service rendu à la population. Voilà, le service rendu à la population, exactement. Ouais. Et de faire en sorte d'utiliser tout ce qu'on peut utiliser comme outils qui existent pour optimiser, simplifier, automatiser. Allons faire un petit stop là-dessus. Parce que moi, j'ai passé des coups de fil. Il y a des gens qui me disent, ça fait des mois que j'ai demandé, parce que je l'ai perdu, ma carte vitale. Ils sont infoutus capables de me donner une carte vitale. Alors... Ça revient régulièrement. Je regrette d'entendre ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui est autonome, qui utilise son service en ligne, je vous parle en théorie. Hein. Oui, mais vous savez que ça ne concerne pas ces gens-là. Alors, déjà rassurant en disant que l'automatisation de la délivrance de la carte vitale, vous pouvez l'utiliser et en 3 semaines, vous avez la carte vitale. Si vous utilisez l'application en ligne, vous avez la carte vitale. Très bien. Toutes les personnes qui sont en difficulté sur des dossiers particuliers, ils peuvent se rendre à l'accueil, puisqu'aujourd'hui l'accueil est ouvert au grand public, en flux, sans rendez-vous. Et on est là, avec des personnes qui sont dédiées à ça, pour les aider évidemment à obtenir la carte vitale. Et ceux qui m'écrivent directement, là aussi, je veux rassurer la population que tous les courriers, tous les mails que je reçois font obligatoirement par mes équipes l'objet d'un accusé de réception immédiat en attendant d'avoir une réponse. Déjà pour les rassurer qu'ils ont écrit et que j'ai bien reçu l'information qu'ils avaient une difficulté avec la CGSS. Donc ça, ce qui a changé, c'est qu'il y a une attention particulière. Oui. Alors, les autres projets ? L'autre projet, c'est, encore une fois, d'aller plus loin dans les accueils. Je vous l'ai dit, on a ouvert les accueils au grand public, sur le flux, ce n'est pas que des rendez-vous. On a travaillé sur le maillage territorial. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on ouvre des accueils. Donc, un accueil nouveau va voir son jour au Marin. Oui. Un accueil nouveau va voir dans le Nord Caraïbe, à Saint-Pierre, où c'est la première fois qu'il y aura un accueil ouvert en permanence sur cette commune-là et sur cette partie du département. Ouais. S'il y a d'autres choix à faire, en fonction évidemment des besoins, on fera ce choix d'aller plus loin. Et surtout, le troisième aspect, c'est de mettre en place des programmes de formation pour qu'on ne dise pas, si une demande de retraite, il faut que tu ailles à tel endroit, une demande pour l'URSSAF, il faut que tu ailles à tel endroit, pour la maladie, il faut que tu ailles à endroit. Quel que soit l'endroit où se situera l'accueil, on est en train d'expérimenter ça, l'interrégime, l'accueil interrégime, interbranche, où tous usagers, quelle que soit, je dirais, sa demande, trouveraient un interlocuteur dédié. Alors, il y a une problématique qui revient également de manière régulière, qui est portée par les travailleurs indépendants, qui régulièrement sont en... Alors, ils n'étaient pas... ils ont été identifiés dans le rapport de la Cour des comptes en disant que ça fonctionnait moyen. Aujourd'hui, vous en êtes où de cette catégorie relativement importante de la population ? Parce que j'ai regardé les chiffres, il y a 19 000 travailleurs indépendants en Martinique, ce qui est considérable. Alors, est-ce que là, on va dire la transition avec l'ancien régime, et ça date de plusieurs années, est finalisée ? Est-ce que ce sont des gens que vous arrivez à mieux écouter, à mieux servir ? Et puis, quid de ces montants
complètement fou que certains disent devoir payer pour être régularisés. Je ne sais pas si ça va les rassurer, M. Marajo, mais leur dire déjà que je suis un ancien directeur du RSI. Ah, alors pour eux, ça veut dire quelque chose de pas sympathique, RSI. Donc ça veut quand même dire quelque part l'attachement que j'avais à cette population-là, dans le fonctionnement que j'avais avec eux. Même si le régime a été fermé, on n'aura pas à y revenir en tout cas, c'est une décision qui Alors expliquons aux gens que le régime des indépendants est passé à la Caisse générale. Ça veut dire que leurs préoccupations, j'en ai conscience, leurs difficultés, j'en ai conscience, et que ce n'est pas un sujet que je découvre. D'accord. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la directrice en charge de ce secteur d'activité, il y a une attention particulière, il y a une personne dédiée qui s'occupe de cette population-là. Voilà. Donc, qu'ils soient rassurés, en tout cas, cette population-là, elle est identifiée. Il y a des accueils spécifiques qu'on est en train de mettre en place. Il y a des formations que nous donnons en interne pour faire en sorte, évidemment, que cette population soit bien identifiée et surtout qu'on ait, là aussi, la bienveillance à leur égard. Alors, vous partez à un moment où, en termes stratégiques, l'État considère que l'un des piliers de la santé, c'est-à-dire les agences régionales de la santé, doivent voir leur fonctionnement bouger. Alors ça, c'est politiquement correct. Et là, il y a plein de gens qui disent, mon Dieu, ils veulent tuer les ARS. Bon, le gouvernement rassure un peu tout le monde, mais très clairement, il se peut très bien que vous, Sécurité sociale, vous puissiez récupérer à la fois des prérogatives de l'ARS, mais surtout des anciens personnels qui étaient à la Sécu, qui sont passés à l'ARS et qui se demandent s'ils ne vont pas revenir à la Sécu. Est-ce que vous pouvez rassurer un peu tout le monde là aussi ? Difficile pour moi, au poste que j'occupe, d'aborder ce sujet-là, parce que de toute façon, ça ne dépend pas de nous. Et je pense qu'aux prochaines élections présidentielles, vous les renvoyez au calendrier. Le sujet sera abordé. Mais le sujet se pose là. Mais de façon très pratique, vous avez raison de dire que quelle que soit, je dirais, la solution qui sera retenue par nos politiques demain dans le cadre des élections présidentielles, la solution des salariés devra être évidemment là aussi traitée avec beaucoup de bienveillance. Évidemment, une des possibilités, c'est que ce personnel-là, qui est parti pour une partie en tout cas vers eux, réintègre la CGSS. Alors, il est important pour nous que vous puissiez nous raconter la façon dont vous avez vécu ce moment à titre personnel. Parce que, bon, les gens vous prennent probablement aujourd'hui pour un chevalier indestructible. Ça n'a pas toujours été le cas. Je crois même que vous avez été attaqué à titre personnel sur des problématiques qui se sont révélées totalement fausses. Vous avez vécu ça comment ? Encore une fois, en arrivant sur ce territoire-là, vous le savez, je n'ai pas fait le choix de venir. On m'a demandé, en tout cas, expressément de prendre cette fonction-là. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis arrivé ici en Martinique, en connaissant évidemment les difficultés. Surtout que vous étiez déjà sur le chemin de la retraite, ou carrément parti. Surtout, en tout cas, j'étais dans une situation où j'étais bien en Corse, où évidemment c'était la fin probable de ma carrière qui était dessinée. Donc j'ai fait une mission exceptionnelle et extraordinaire, et j'ai beaucoup appris évidemment aux côtés des Martiniquais et des Martiniquaises. C'est pire que la Corse ou pas ? En tout cas, les sujets d'insularité sont les mêmes. Ça, c'est de la langue de bois. Est-ce que nous sommes pires que les Corses ? Mettons-les sur le même pied d'égalité. Voilà. Comme ça, je n'aurai pas de soucis quand je retournerai en Corse. D'accord, partout, balle au centre. Voilà. Bon, très bien. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, 3 ans après, je pars en regret parce qu'il faut qu'à un moment donné, nous partions et qu'on laisse la place aux autres. Mais avec mission accomplie, en espérant là aussi une seule reconnaissance, la population. Et c'est vrai que, voilà, merci en tout cas à la population martiniquaise de m'avoir accueilli. Merci évidemment à mes collaborateurs, à mes représentants syndicaux, et j'espère le futur conseil d'administration saura en tout cas tirer leçon de ce qui s'est passé. Enfin, on l'espère. Et se fixera un seul objectif, encore une fois, aux côtés des salariés et des représentants du personnel, c'est de veiller quelque part qu'on soit présent aux côtés de la population. Ouais. On a une population qui est fragilisée, qui risque d'être de plus en plus fragilisée. On est un ascenseur social important sur ce territoire, vous l'avez rappelé. Nous devons tous se réunir, en tout cas ceux qui
dirigent cette institution à être ensemble et non pas divisés. À faire martiniquais. Oui. Et pour vous, je sais que c'est un leitmotiv. Vous partez à regret, vous l'avez dit, parce qu'il faut partir. Oui. Il y a des moments où il faut passer le relais. Oui. Est-ce que vous allez revenir? Alors, le territoire martiniquais, je ne l'oublierai pas. Les Martiniquaises et les Martiniquais, je ne l'oublierai pas. Bien sûr qu'on dit, quand on parle de Martinique, on revient toujours en Martinique. Je suis déjà arrivé venir plusieurs fois en Martinique et ça ne va pas s'arrêter, malgré l'expérience que j'ai pu avoir professionnellement. J'ai eu un coup de fil de quelqu'un qui m'a dit « Mais demande-lui d'où il vient, parce qu'il ne dit jamais d'où il vient. » Ben, je peux avouer, en tout cas, à la veille de mon départ, que on me prend pour un Malgache, on me prend pour un Réunionnais, on me prend pour un Mauricien, parfois même Martiniquais, pourquoi pas. Oui. Mais je suis d'origine 50% vietnamien et 50% indien. Voilà. Donc le pur métissage. Voilà. Voilà. Très bien. Ben, en tout cas, monsieur le directeur général, ça nous a fait hyper plaisir de vous recevoir. J'ai rarement des invités qui tiennent un langage de vérité qui va aussi loin pendant 52 minutes, parce qu'il faut pouvoir tenir. Félicitations, et puis félicitations pour le travail que vous avez pu accomplir. Et puis j'espère que les messages que vous avez envoyés, transmis d'abord à vos collaborateurs et ensuite aux Martiniquais, vont être entendus. Monsieur Marajo, merci pour votre invitation. Et je remercie à nouveau, évidemment, l'accueil que m'a réservé la population martiniquaise. Et à nouveau, merci évidemment à mes collaborateurs pour la confiance qu'ils m'ont accordée pendant ces 3 années. Et on peut être fier aujourd'hui et dire qu'on est fier de travailler à la CGSS. Très bien. Mais c'est déjà un acquis fondamental. Merci et à très bientôt. À très bientôt, monsieur Marajo. Et nous vous disons à la semaine prochaine.